Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal. Bienvenue au morning meeting de 11h, 4 parties. D'une part, je reviens sur le news flow, l'actualité qui impacte les marchés financiers, et notamment l'actualité qui concerne la Grèce, le gouvernement grec, et puis sa dette publique, les différentes échéances, la réunion de l'Eurogroupe, un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais revenir. On reviendra aussi sur les annonces de l'Arabie Saoudite en ce qui concerne sa production de pétrole, la façon dont l'OPEP perçoit la consommation de pétrole à travers le monde. Je vous rappellerai un mot sur ce qu'a engagé la Banque populaire de Chine le week-end dernier et qui continue finalement de soutenir le prix des actions européennes. Deuxième partie, un point dollar US, un point euro-dollar. Troisième partie, le Bund, l'environnement des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Et enfin, quatrième partie, le CAC, le DAX et n'oublions pas le début de la saison des résultats trimestriels au sein de la zone euro avec ce matin globalement des entreprises du CAC 40 qui publient des chiffres d'affaires supérieurs aux attentes. Je reviendrai sur ces éléments-là, notamment dans l'émission Closing Bell. Alors, première chose, hier, le gouvernement grec a annoncé la mise en place d'un décret. Alors c'est une décision qui peut prendre et qui ne le force pas à passer par un accord du Parlement grec. Un décret qui oblige les entreprises publiques grecques, les entités publiques grecques, à transférer leurs liquidités à la Banque centrale grecque. Alors, globalement, le marché estime que cela permettrait à la Banque centrale de récupérer plus d'1 milliard d'euros. Voilà, ça fait en tout cas partie des éléments de court terme qui soutiennent les marchés actions. 4 dates à suivre en ce qui concerne le news flow relatif au risque de défaut de la Grèce. Le 1er mai est une échéance de 200 millions d'euros à rembourser au Fonds monétaire international. Le 12 mai est une échéance de remboursement de 760 millions d'euros. Ensuite, le mois de juillet est une échéance de 3,5 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. C'est quand même autre chose. Et donc le vendredi 24 avril, nouvelle réunion de l'Eurogroupe dont l'enjeu est le déblocage d'un solde de 7,2 milliards qui finalement est nécessaire lorsqu'on fait la somme des différentes échéances auxquelles va faire face le gouvernement grec lors des prochaines semaines et même lors des prochains mois. Alors, pour le moment, les marchés actions de la zone euro, je dirais depuis la semaine dernière, se sont neutralisés. La semaine dernière, une semaine de correction, le début de la semaine est volatile. C'est leur façon à eux de réagir à cette augmentation du risque de défaut grec. C'est très différent de l'euro-dollar qui lui reprend sa phase de baisse. Mais bon, les marchés actions de la zone euro, ils sont quand même soutenus par d'autres éléments, notamment le programme de quantitative easing de la Banque centrale européenne qui se déroule bien, et globalement des anticipations d'accélération des résultats des entreprises au sein de la zone euro. Donc les marchés actions de la zone euro voient leur tendance technique se neutraliser, avec ces éléments-là qui s'équilibrent. Quant à l'euro-dollar, il reste quant à lui sous pression. Alors, la meilleure des façons d'envisager la perception du marché du risque de défaut de la Grèce, quelque chose qui s'était déjà produit en 2011, c'est d'étudier le spread de taux d'intérêt à 10 ans entre la Grèce et l'Allemagne. Vous avez sous les yeux l'évolution de ce spread depuis 5 ans, depuis l'année 2010, simplement pour d'une part constater l'inflexion de cette courbe, à savoir la reprise depuis l'été dernier d'une tendance haussière, un retournement progressif alors que globalement ce risque avait disparu du marché jusqu'au printemps dernier. Mais une courbe qui vous rappelle aussi que nous sommes encore très loin des tensions observées notamment à l'hiver 2011, lorsque le spread obligataire entre ces deux pays, la Grèce et l'Allemagne, avait atteint 35 points, 3500 points, 35%, 35 points de pourcentage. Donc en tout cas, il y a ici une dynamique qui commence à inquiéter les marchés. Ça fait partie des éléments qui continuent d'exercer une pression sur le taux de change euro-dollar. Alors il y avait une question tout à l'heure que quelqu'un me posait, notamment sur comment ça se fait que comment cela se fait-il, que ce spread se tende à nouveau en dépit du programme de quantitative easing de la Banque centrale européenne, tout simplement parce que la Banque centrale européenne n'achète pas de dette publique grecque. Vous avez sous les yeux cette fois non pas un spread, mais la juxtaposition du rendement obligataire allemand à 10 ans et du rendement obligataire grec à 10 ans.
pour constater que ces deux courbes n'ont absolument pas la même direction et n'ont pas du tout la même direction depuis le 9 mars et le point de départ du programme de quantitative easing de la Banque centrale européenne. Par contre, ce qui est certain, c'est que cela impacte les rendements obligataires des pays qui sont concernés par ces achats d'actifs. J'ai un dernier graphique à vous montrer avant de vous proposer tout à l'heure une analyse technique du Bund et une analyse technique du taux de change euro-dollar. Ça fera notamment partie des actifs dont je parlerai ce matin avec l'indice CAC 40. Vous avez sous les yeux un événement qui se produira. Je ne sais pas si ça se produira cet été, mais probablement cette année, à savoir l'immersion totale de la courbe des taux d'intérêt souverains de l'Allemagne sous zéro entre 1 et 10 ans. Alors globalement, elle est déjà complètement immergée, cette courbe. On n'en perçoit que le sommet. Imaginez que cette ligne de zéro soit globalement la ligne de flottaison. Jusqu'à l'échéance de 9 ans, les taux d'intérêt de l'Allemagne sont négatifs. Alors forcément, lorsqu'on regarde le taux grec à 3 ans qui dépasse les 28%, on peut mesurer à quel point la différence est énorme. 28% pour le taux grec à 10 ans, moins 0,24 pour le taux allemand à 3 ans. Donc, si je m'étais amusé, façon de parler, à construire le spread de taux à 3 ans, l'écart était encore plus significatif. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne a annoncé hier avoir à nouveau mené à bien sa tranche hebdomadaire d'achat d'obligations publiques au sein de la zone euro, ainsi que de covered bonds et d'ABS. 11,6 milliards pour les obligations publiques au sein de la zone euro la semaine dernière, qui permet à la Banque Centrale Européenne de continuer de déployer très sereinement son programme de quantitative easing. Et c'est probablement finalement un équilibre de facteurs fondamentaux qui fait que les marchés actions de la zone euro ont vu leur situation se neutraliser. Quel est cet équilibre? Dans la balance positive, nous avons ce programme de quantitative easing et les anticipations d'accélération des chiffres d'affaires, des profits des entreprises de la zone euro. Et d'autre part, ce risque de défaut grec qui, s'il prenait de l'ampleur, viendrait équilibrer les effets bénéfiques, en tout cas du point de vue des marchés financiers, des actions de la zone euro. Et à cela s'ajoute enfin la vitesse peut-être trop rapide de l'appréciation du prix des actions de la zone euro au premier trimestre, qui nécessite une respiration. Je vais revenir sur les graphiques dans un second temps. Et puis on parlera bien sûr du prix du pétrole, sur lequel nous vous proposons un suivi assez pointu depuis plusieurs semaines, et notamment hier des annonces de l'Arabie Saoudite, qui est notamment et des annonces de l'OPEP. L'OPEP a notamment estimé qu'elle ne ressentait aucun changement dans la demande de pétrole en provenance de Chine. C'est un facteur de hausse pour le prix du pétrole, d'autant plus que la Banque populaire de Chine a annoncé samedi dernier la baisse, vous savez, de 100 points de base du taux des réserves obligatoires. Ça libère du potentiel de crédit à l'économie réelle en Chine, et donc derrière potentiellement le marché envisage c'est un facteur en tout cas de soutien aux importations de matières premières industrielles en provenance de Chine, la Chine étant le premier importateur mondial de matières premières industrielles. L'euro-dollar est donc sous pression, notamment eu égard à cette inflexion qui s'accélère du spread de taux entre l'Allemagne et la Grèce, et globalement des tensions sur la courbe des taux d'intérêt de l'État grec. D'un point de vue de l'analyse technique, le taux de change euro-dollar rebascule sous un pivot à 1,0713, sort probablement par le bas d'une espèce de structure d'élargissement qui était ascendante, qui avait vu le taux de change rebondir entre 1,05 et 1,0850. Et j'ai désormais envie de penser que sous les 1,0713, le taux de change peut se replier en direction des 1,0626. Donc 1,0713, première résistance, objectif 1,0626, un objectif qui peut être rejoint d'ici soit la journée, soit la fin de la semaine, et ce tant que les cours se maintiendront donc sous cette première résistance à 1,0713. Alors, le CAC 40, vous avez ici un graphique en données 4 heures, mais globalement, jetez un œil au graphique en données journalières, vous allez voir que ce marché a tenu la moyenne mobile à 20 jours, et qu'au fond, sa situation est désormais neutre entre le support à 5130 points, peut-être même 5100 points, et la résistance à 5270 points. Cette semaine du lundi 20 avril donne le point de départ de la saison
des résultats trimestriels au sein de la zone euro et donc des grosses capitalisations de l'indice CAC 40. Quelques titres aujourd'hui que vous retrouvez d'ailleurs dans le top des valeurs du CAC 40, Schneider, Essilor, Publicis, L'Oréal, sont aujourd'hui les valeurs du CAC qui publient leurs résultats. Alors forcément, le réflexe est de jeter un œil aujourd'hui à la hiérarchie titre de l'indice CAC 40 et vous retrouvez Publicis, entre autres, qui s'apprécie aujourd'hui de 6%. Alors pourquoi Publicis s'apprécie de 8%? Parce que les revenus, donc le chiffre d'affaires du premier trimestre, bat largement le consensus du marché. Et d'autre part, Maurice Lévy anticipe un meilleur second trimestre encore. Donc voilà, globalement, nous avons là des résultats trimestriels qui soutiennent la cote. Le secteur automobile français soutient toujours le marché action. De manière générale, le secteur automobile de la zone euro est le secteur industriel qui est recherché depuis le début de l'année. Voilà en tout cas un redémarrage de ces titres. Après, du point de vue de l'analyse technique, moi je suis désormais complètement neutre entre 5100 et 5270. 5270, c'est là où passe la ligne de tendance baissière de long terme de ce marché. En tout cas, sur le graphique ici en données 4 heures, on s'est en effet repris de manière impulsive. J'ai presque envie de dire maintenant que les 5190 sont un tout premier support ici sur l'indice CAC 40 qui trouve une résistance intraday à 5240. Voilà en tout cas les deux niveaux à suivre et on peut envisager que au-dessus des 5190 le CAC soit en mesure de revenir tester ses sommets annuels qui s'établissent à 5270 points. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur notre ami le CAC 40. Maintenant, qu'en est-il du contrat de taux allemand Bund avant d'envisager le pétrole? Alors, je vous remontre ce chart, si je le retrouve. Bon, le voici. C'est donc une capture d'écran Bloomberg qui superpose le rendement de la dette souveraine allemande à 10 ans et celui donc de la Grèce. Les deux échelles sont différentes. Ne vous fiez pas ici à la différence entre les deux courbes. L'axe des ordonnées n'a pas la même, c'est pas le même axe des ordonnées. Mais voilà en gros la chute libre du rendement allemand à 10 ans. Il y a pour tout un tas de raisons une forte probabilité que ce rendement bascule en territoire négatif. D'une part parce que ce contrat est recherché par les achats de la Bundesbank, et puis d'autre part, tant que le risque de défaut grec sera perçu croissant par le marché, eh bien, fort à parier que ce contrat de taux allemand peut attirer les capitaux. L'analyse technique suggère qu'au-dessus du premier support qui s'établit à 160 points, c'était tout simplement les précédents tops ici du mois de février 2015, il existe la possibilité de voir ce contrat progresser davantage, notamment en direction d'une extension de Fibonacci que j'ai... alors il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'historique. Il y a une autre façon de procéder, c'est de rester long jusqu'à ce que le rendement devienne égal à 0. Ce qui, je pense, permettrait de viser le niveau des 161 sur ce marché. Le niveau des 161 avec donc un premier support qui s'établit sur le niveau de prix des 160 et qui peut probablement être utilisé pour se positionner donc dans le sens de la tendance sur ce marché. Donc vous l'avez compris, toujours un marché qui est globalement short euro-dollar, qui est long Bund et qui repasse depuis hier les annonces, l'ouverture de la session asiatique et les annonces de la Banque populaire de Chine, globalement long sur les actions de la zone euro et notamment les gros secteurs industriels, l'automobile, la chimie, et puis quelques titres là qui réagissent au tout premier résultat trimestriel. Le DAX s'est repris fortement et dès le 17 avril sur un support à 11 620 points. Mais là aussi, au fond, j'ai envie de vous dire que désormais, la dynamique de ce marché, elle s'est neutralisée complètement parce que la semaine dernière est quand même une semaine particulière.
Alors là, le price action il est positif, ça me paraît clairement tendu d'envisager des stratégies de vente. Je pense que ça peut se poursuivre, peut-être en direction des sommets annuels du CAC. Pourquoi pas revenir tester 12 200 sur le DAX. Ça c'est vraiment de l'intraday, j'en ai aucune idée, mais j'éviterai de me mettre en face de la force de la reprise de ces marchés, et ce donc d'ici notamment la fin de la semaine, ces résultats trimestriels et la réunion de l'Eurogroupe qui est prévue donc le vendredi 24 avril. Vendredi 24 avril, c'est d'ailleurs ce jour que nous vous proposons, je vous rappelle, une conférence mensuelle dans notre salle de trading en live. Alors, voilà donc ce que je pouvais moi vous dire ici sur le CAC, le DAX, le taux de change euro-dollar et le prix du Bund. Maintenant, je vais explorer l'analyse technique du prix du pétrole. Alors, le pétrole, si vous cherchez des éléments intermarchés, vous faites le lien immédiatement avec la dynamique du dollar canadien. Bon, ça, on a beaucoup insisté sur cette chose-là la semaine dernière. Que nous dit le news flow? Eh bien, le news flow, l'actualité qui concerne le prix du pétrole, ce sont tout d'abord hier les annonces de l'Arabie Saoudite et les annonces de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'Arabie Saoudite a tout d'abord annoncé qu'elle avait atteint des niveaux proches de ses records de production de pétrole, exprimés en millions de barils par jour. Il en est de même pour la production des pays exportateurs de pétrole. Alors pourquoi cela tend quand même à soutenir la reprise du prix du pétrole qui est bien en place depuis le milieu du mois de mars? Eh bien concrètement, l'OPEP a dit qu'elle ne ressentait pas le ralentissement de la croissance chinoise, en tout cas pas du point de vue de sa consommation de pétrole, puisque a priori le volume de barils livrés à la Chine est complètement stable depuis plusieurs mois. Voilà, en tout cas, ça fait partie des choses qui soutiennent ici le prix du pétrole. Que nous dit maintenant l'analyse technique? L'analyse technique, elle est positive, notamment depuis un rebond puissant sur le niveau de prix des 50 $. Elle a sorti par le haut d'une espèce de compression en biseau ici en données 4 heures. Une sortie de biseau qui a été confirmée par la cassure haussière des 54 $. Cassure haussière des 54 $ qui a été confirmée par hier. Non, dans la nuit de dimanche à lundi, la cassure des 56,60 dans le sillage des annonces par la Banque populaire de Chine de l'abaissement du taux des réserves qui s'applique aux banques commerciales chinoises. Désormais, sur le très court terme, ce marché forme un range au-dessus du premier support à 56,66. Une nouvelle résistance s'établit à 58,69. Mon biais, il reste positif au-dessus du premier support à 56,66. Il y a un élément qui est chaque semaine très important à surveiller, c'est l'évolution du restockage de barils de pétrole aux États-Unis qui est donné chaque semaine par l'administration américaine d'informations sur l'énergie. Ces chiffres sont attendus mercredi 22 avril, donc demain. Le restockage de barils de pétrole se poursuit aux États-Unis, mais sa pente décélère. Sa pente décélère. Si la décélération de la pente de la courbe du restockage de barils de pétrole aux États-Unis se confirme, cela peut mener le prix du pétrole en direction de cette cible que nous évoquons à 60 $. Et à 60 $, on va se calmer, parce que ce marché aura quand même bien rebondi depuis le 18 mars dernier, et c'est de toute façon la cible que nous évoquions. Nous en sommes d'ailleurs proches. Est-ce qu'elle sera atteinte? On verra. Le signal qui permettrait de l'atteindre, ce serait de déborder le point haut qui a été établi hier à 58,61. Voilà donc ce que je surveille. Wall Street a réalisé hier une belle séance, plus de 1% de hausse pour le Dow Jones, environ 0,90 pour le S&P 500, plus de 1% pour le Nasdaq Composite. Shanghai est reparti de l'avant, le Hang Seng, un indice que j'essaye de suivre de plus en plus, s'est apprécié aussi hier. Bref,
C'était globalement l'euphorie sur Wall Street et les places boursières asiatiques hier, une tendance positive que vous retrouvez ce matin sur les indices boursiers de la zone euro. Que penser de Wall Street? Alors d'une part, selon Bloomberg, 76% des entreprises du S&P 500 ont battu le consensus en termes de bénéfices par action pour celles qui ont publié. Par contre, les chiffres sont plus décevants en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est une chose. L'analyse technique, que nous dit-elle? L'analyse technique du S&P 500, c'est ce que je vais essayer de vous proposer, montre que ce marché s'établit dans un range depuis le début du mois de mars entre 2040 et 2110-120. Cela fait maintenant, c'est la troisième fois depuis le 15 avril que le SP500 tente de franchir 2110. On a une espèce d'oblique descendante qui attrape tous les sommets depuis le 25 février. Ça ne passe pas encore, ça ne passe pas. En dépit de la... On fait une espèce de repris en V-bottom. Il faudrait, disons que si on accélérait au-dessus des 2110, ce marché pourrait progresser davantage. Donc c'est vraiment 2112, j'ai envie de dire ça, voilà. C'est 2112 qu'il faut surveiller sur le SP500. Si jamais ça passe, eh bien ce sera une bonne chose. Premier support 2090, donc on a une espèce de reprise ici qui est impulsive. Mais globalement, lorsque je regarde aujourd'hui les actions du CAC et hier celles du SP500, le marché tend quand même à réagir aux résultats trimestriels. Et ça génère quand même des variations importantes. Pourquoi ces résultats trimestriels font réagir les actions? Parce que le marché y est très sensible. Il y a beaucoup de choses qui sont lancées, le taux de change euro-dollar qui est bas, le pétrole qui a baissé, les programmes monétaires, bref. Maintenant, ce qu'observent les investisseurs, c'est la traduction de tous ces éléments-là dans les résultats des entreprises. Il ne faut pas être déchu à ce niveau-là, mais si le marché n'est pas déchu, ça peut soutenir. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Donc voilà, je pense que il faut être au fait du calendrier, des résultats, tant au sein de la zone euro qu'à Wall Street. Voilà pour mon point de marché, il est 11h26, je vais maintenant répondre à vos questions. Les autres paires de devises sur les horizons de temps courts, soit vous me posez la question, soit je les évoque cet après-midi. Alors le point closing bell, c'est le point de clôture de 17h30. Bonjour Nicolas, est-il normal que les dispositions graphiques ne soient plus mises sur Facebook? Oui, car elles sont mises sur notre forum, dans la section dispositions graphiques. Alors, Tradator, bonjour, qu'est-ce que je pense du Nikkei? Alors, le Nikkei, je vais aller chercher un graphique en données journalières. Moi, sur le Nikkei, depuis le rebond sur le support à 16 400 points, je visais 20 000 points. Est-ce que ce marché a dépassé les 20 000 points? Je vais aller jeter un oeil, je vais aller regarder ça tout de suite. Le temps que ça charge. Alors au passage, j'ai même pas regardé le zoo, mais parce que bon, le zoo, je pense que le marché s'en fiche un peu. Mais ça a l'air d'être pas mal, a priori, ce qu'il a fait le zoo. Donc tant mieux. Alors ce qui me gêne, en fait, c'est quoi? Lorsque je regarde le DAX et l'Eurostoxx 50, je vois que les prix ont basculé sous la moyenne mobile simple à 20 jours. Le CAC, lui, se trouve au-dessus. C'est pour ça que j'envisage un ensemble assez inégal. Et globalement, je suis neutre, complètement neutre. C'est pour ça, sur ces marchés actions de la zone euro. Je pense que la semaine dernière, c'est une semaine particulière qu'on ne connaissait pas. Et je ne sais pas vers quoi tendent maintenant les marchés actions de la zone euro, d'où cette opinion neutre. Je pense qu'on va malmener cette MM20, se balader de part et d'autre. Le Nikkei. Alors le Nikkei, est-ce que le Nikkei me plaît toujours autant? Alors la séance hier du Nikkei, elle est sympathique. C'est un marché qui d'un point de vue d'analyse technique est assez clair. On fait des impulsions des drapeaux, et il existe un support sur le RSI journalier du Nikkei à 50. 50, c'est la neutralité.
lorsque l'indicateur évolue entre 50 et la zone de surachat, c'est généralement l'indication d'un marché haussier. J'ai le sentiment que le Nikkei pourrait prochainement établir de nouveaux sommets et rejoindre une résistance de l'année 2000 à 20 800 points. Est-on sorti par le haut d'un drapeau? On en a les prémices. Il faudrait rapidement déborder les 20 080 pour l'envisager. Mais oui, j'ai tendance à dire que le Nikkei a une belle configuration technique et que je pense toujours que le Nikkei est un bon choix de marché parce que le Nikkei n'est pas réellement sensible à ce qui se passe au sein de la zone euro. Donc moi c'est un marché qui me plaît toujours et je vise 20 800 points. C'est une résistance de l'année 2000, premier support journalier qui s'établit désormais à 19 500 points. Alors une question sur l'euro CHF. Bah, écoutez, je vais vous répondre sur l'euro CHF tout de suite, mais par contre laissez-moi aller chercher mon graphique intraday. Ensuite, alors je les prends dans l'ordre. USD Yen, USD CAD. Ok, j'ai vu vos questions, donc je vais vous répondre un instant. Et à UD USD, donc je prends dans l'ordre Euro CHF, USD Yen, USD CAD et le Nikkei c'est fait. Et GBP USD. Bon, concrètement, vous voulez voir toutes les paires majeures, quoi. J'ai bien compris. Pour simplifier. L'euro CHF ne présente, selon moi, aucun intérêt du point de vue d'une stratégie forex, et ce, du fait d'une hausse du franc depuis la mi-février, qui à tout moment peut faire que la Banque nationale suisse cherche à intervenir sur ce marché, mettant en risque de toute façon toutes les stratégies. Après c'est baissier, on a une espèce de formation d'élargissement et une ligne de tendance qui attrape tous les bas de marché. Franchement, si j'avais un conseil à donner, c'est de ne même plus jeter un œil au graphique du taux de change euro-CHF. L'USD CAD est essentiellement sous l'influence d'un renforcement du dollar canadien. Le dollar canadien qui s'est fortement renforcé, notamment depuis les points bas observés sur le prix du pétrole. Je pense que l'USD CAD, il faut chercher des résistances pour le shorter. La première résistance est à 1,2330, mais peut-être même que les 1,23 sont déjà un bon point de vente. Est-ce qu'on est en train de faire un espèce de wedge? J'en sais rien, peut-être. Mais moi, l'USD CAD, je cherche à le shorter. Parce que je pense que on est sorti par le bas d'un range qui a duré 3 mois. Et que cette baisse pourrait se prolonger en direction des 1,19. En tout cas, que cela se passe ou pas, il y a une zone de résistance entre 1,23 et 1,2330 et je pense qu'il faut la mettre à profit pour une stratégie de vente. Mais mieux que l'USD CAD, j'ai toujours le CAD Yen. Le CAD Yen sur lequel je vise une progression en direction des 98,80, voire des 100, voire des 100 yens. Par rapport à hier, j'avais mis en avant l'existence d'un support à 97. Le marché a bien réagi sur 97. C'est pas très directionnel, mais je conserve une opinion positive de toute façon au-dessus des 97 pour viser 98,80 et 100 yens. Donc l'USD Yen, il a bien réagi dans la partie basse de son trading range entre 118,30 et 120,60. Ce marché, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, l'USD Yen, ça fait partie des paires majeures qui présentent moins d'intérêt qu'auparavant, mais bon, pourquoi pas envisager une hausse en direction des 120? Pourquoi pas? Mais franchement, ce que fait la paire de devises là, c'est complètement... Globalement, le facteur dominant, c'est le range 118,30, 120,60, on va dire. Ensuite, enfin honnêtement, on a
peut-être éventuellement on est sorti par le haut d'une espèce de compression pour accélérer en direction des 120. J'ai complètement d'autres, j'ai pas grand chose à vous livrer sur ce marché. Et quant à la UD/USD, je vois un vaste range et un range où les cours se trouvent actuellement en plein milieu. Voilà. Le GBP/USD. Le GBP/USD, il continue de rester couvert par la puissante résistance des 1,50. Si vous prenez votre graphique en données journalières, vous allez voir que c'est là que passe un niveau horizontal qui attrape des cours de clôture. On a rejeté sous le niveau des 1,50. Est-ce qu'on peut se replier en direction des 1,48? C'est possible sous les 1,40, sous le niveau des 1,49. J'aurais tendance à dire que c'est oui de l'ordre du possible, et ça va essentiellement dépendre du dollar US de toute façon. Avec le dollar US, et là aussi c'est possible d'envisager une poursuite de la reprise du dollar US. Il a tenu une ligne de tendance haussière en données journalières. Le dollar US, il se reprend quand même de manière vigoureuse. Il met sous pression les devises européennes, mais pas seulement. Donc pourquoi pas revoir le niveau des 1,48 et le niveau des 1,0630, ici GBP/USD et euro-dollar. Alors question de visiteurs. Vous dites que l'euro-dollar ne cesse de remonter, mais ça dépend sur quel horizon de temps vous êtes. Personnellement, pour moi, tout ce qui est sous le H4, c'est complètement, c'est du bruit, quoi. C'est complètement aléatoire. Mais j'aurais tendance à dire que s'il remonte et qu'il va chercher 1,0713, c'est le bon niveau. C'est une résistance. 1,0713. Alors, est-ce que il y aurait actuellement un drapeau en M15 sur le DAX? Un drapeau, je ne vois pas de drapeau en M15 sur le DAX, mais un niveau à suivre à 11 900. Il y avait en effet une espèce de range ici entre 11 850 et 11 900. C'est probablement un niveau à suivre, un support intraday ici sur le DAX, avec cette ligne de tendance haussière ici qui attrape tous les sommets en M15. Donc voilà, c'est un niveau à suivre, susceptible de faire réagir ce marché, les 11 900 points. Alors, il y a en effet du news flow qui est attendu sur la UD/USD. Ok, alors question de Laurent. Qu'est-ce que je pense du CAC? Cassure. Alors, je pense que vous voulez remplacer le 4 par le 5. Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que nous sommes dans un nouveau range entre 5100 et 5270. Alors, qui dit range, bah, on oscille de part et d'autre. Ça, c'est le cadre, c'est le nouveau cadre depuis la semaine dernière. Maintenant, en intraday, je peux, si vous voulez, basculer sur du M15, si c'est ça votre question. Alors, cassure des 5002 à la hausse, puis revenir chercher 5240 avant de casser les 5002. Alors 5240, c'est clair que vous avez raison. C'est presque un pullback sur une ancienne ligne de tendance haussière qui reliait les points bas du 26 mars et du 1er avril. Donc ça fait pullback. Pour l'instant, c'est vrai que ça fait pullback, mais c'est surtout très volatile. Je dirais que l'équivalent des 11 009 du DAX, ce serait un niveau autour des 5170. Et bien de rien, Elodie 44, et merci Laurent.
Et pourquoi je ne parle pas du XAU-USD? Eh bien parce que l'once d'or ne sert à rien sur les marchés financiers. L'once d'or ne sert à rien depuis le début de l'année puisqu'il n'a aucune tendance. Et d'autre part, à court terme et depuis la fin du mois de mars, il ne sert à rien aussi, car c'est un espèce de range entre 1180 et 1220, et que ce marché se trouve actuellement en plein milieu. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Merci donc d'avoir été attentif. Je vous retrouve. Alors, vous retrouvez déjà une émission Day Trading Scalping à 13h. Ensuite, moi, je vous retrouve à 15h15, puis à 17h30 pour la clôture de la séance. Voilà, ce sont donc les prochains événements en salle de trading. Merci à vous, bon appétit et à tout à l'heure.